Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'installation et au fonctionnement de Node.js. Je suis l'auteur de atinux.fr, un blog consacré à Node.js et j'ai plusieurs tutoriels dessus. J'ai décidé de faire une vidéo sur son installation et son fonctionnement parce que beaucoup de monde cherche actuellement à savoir comment Node.js fonctionne et ils n'ont pas forcément envie de chercher partout sur Internet sur quels articles va expliquer de telle façon comment installer, comment fonctionne Node.js, sachant que plein d'articles peuvent se contredire. J'ai décidé de faire une vidéo pour aller rapidement au but, c'est-à-dire installer et que vous soyez capable à la fin de cette vidéo de créer votre premier serveur et site internet ou même créer votre premier jeu en utilisant des sockets pour mettre justement du temps réel dans votre jeu vidéo. Alors nous allons commencer rapidement par l'installation de Node.js, que ce soit Linux, Mac ou Windows, les trois fonctionnent. Il y aura juste pour Windows un petit détail qui va changer, mais globalement pour la suite ce sera pareil. Après nous allons enfin voir comment Node.js fonctionne et principalement son binaire Node. Qu'est-ce que ça fait si on le lance sans argument, à quoi doivent ressembler les fichiers que nous allons lancer avec Node, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec Node. Troisièmement, l'inclusion de fichiers. Donc là, nous rentrons un peu plus en détail dedans, dans Node.js. Alors, bien sûr, une application Node.js n'est pas simplement un gros fichier JavaScript, mais plutôt des inclusions de modules, que ce soit des modules natifs, des modules installés via NPM que nous allons voir après, et même des fichiers que vous allez créer pour tout simplement découper votre application, pour qu'elle soit lisible et modulable. Quatrièmement, l'utilisation de modules natifs de Node.js qui vont nous permettre à la fois de créer des serveurs, lire des fichiers, écrire des fichiers, exécuter des fonctions système et plein d'autres choses. Ensuite, nous allons donc voir le binaire npm qui est installé en même temps que l'installation de Node.js et le fameux fichier package.json qui nous permettra d'installer directement toutes les dépendances de votre application ou de votre serveur Node.js. Dernièrement, nous allons donc créer notre premier serveur web ici, qui vous permettra d'avoir accompli une première chose avec Node.js. Et je pense que ce sera que la première pour vous, mais vous allez en avoir plein d'autres par la suite, parce que vous allez rapidement voir le potentiel de Node.js. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre intérêt que vous portez pour Node.js, et bonne écoute. Maintenant, nous allons voir comment Node.js fonctionne. Donc, nous venons de l'installer, nous allons maintenant l'utiliser. Pour l'utiliser, il suffit de lancer Node avec le fichier que l'on veut exécuter. Donc, Node va exécuter des fichiers JavaScript. Donc, on va créer un fichier JavaScript. Donc, je vais créer ici un nouveau fichier. Donc j'utilise Sublime Text, mais c'est juste un éditeur de texte. Donc vous pouvez utiliser l'éditeur que vous souhaitez. Ça ne change absolument rien. Donc je vais le sauvegarder. Je vais le nommer test.js puisque c'est du JavaScript. Alors, il nous suffit juste d'écrire du JavaScript. Donc je peux par exemple écrire var a. Donc je vais déclarer la variable a qui va être égale à test. Il faut savoir juste que le JavaScript qui va être interprété et exécuté par Node.js, par le binaire Node, n'aura pas accès à certaines variables que vous pouvez avoir accès dans le JavaScript qui sera interprété par le navigateur. Par exemple, la fonction alert n'existe pas sous Node.js parce que via la console, on ne va pas sortir une alerte qui est propre au navigateur. Donc, pareil, on ne peut pas avoir accès à la variable window. Et côté Node.js, on aura par contre accès à des variables et des fonctions que le navigateur, bien sûr, ne peut pas implémenter, comme par exemple require, qui est là, lui, propre à Node.js pour inclure des fichiers, mais ça, on va le voir juste après. Inclure des fichiers ou des modules. Et console, par exemple, lui, est propre à la fois au navigateur et
à Node.js. Par contre, il a été implémenté un peu plus tard qu'au lancement des navigateurs. Donc c'est possible que sous IE6, console.log ne fonctionne pas. Donc si je veux afficher la variable a dans la console, je vais faire console.log de a. Donc je sauvegarde, je lance le terminal, je me mets dans le même dossier via le terminal que mon fichier test.js et il me suffit de lancer node test.js. J'appuie sur entrée et on peut voir qu'il s'est lancé pour s'arrêter directement après. Et il nous a affiché test qui est donc l'affichage de la variable a. Si je n'affiche pas, si je mets en commentaire l'instruction console.log et que je réexécute node.test, il a exécuté mon fichier, mais comme je n'affiche rien dans la console, il n'affiche rien. Maintenant, comme le JavaScript est asynchrone, je vais pouvoir faire attendre Node.js avant de s'arrêter. En faisant setTimeout. Donc, en faisant setTimeout, donc setTimeout prend, pour rappel, une fonction qui va être exécutée après, ici, 10 millisecondes d'attente. Donc, je vais mettre 2 secondes, donc 2000 millisecondes, et je vais afficher console.log de A. Donc, je réexécute. Voilà, on voit qu'il a attendu 2 secondes avant d'afficher test, qui est l'équivalent donc du console.log de A. Si ici, je redécidais de faire un setTimeout pour afficher console.log de test 2, après pareil 2 secondes, donc ce qui va se passer c'est que Node.js va lire A, va attendre, donc mettre cette fonction dans le futur, dans 2 secondes, donc il ne pourra pas s'arrêter à ce moment-là, puisqu'il attendra que toutes les instructions soient terminées. Pardon. Donc il va attendre, il va exécuter cette fonction-là, afficher console.log de test, et relancer une autre instruction dans le futur, dans 2 secondes, et du coup, le total sera donc une attente de 4 secondes avant que Node.js s'arrête. On va vérifier. Donc il affiche test, il attend 2 secondes, il affiche test 2. Donc c'est tout simple, Node, l'exécutable Node nous permet d'exécuter des fichiers JavaScript. La seule différence est qu'on ne peut pas accéder aux variables et fonctions du navigateur, mais vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser des fonctions, des modules qui vont nous permettre par exemple de créer des serveurs, lire des fichiers, ainsi de suite. Une petite spécificité du binaire Node, c'est si on le lance sans paramètres. Voilà, nous sommes ici ce qu'on appelle dans le REPL, qui est read eval print loop, qui est juste, on va dire, un interpréteur de JavaScript directement. Donc ça peut être la même chose, si je fais var a égale test. Donc ça renvoie, ça va afficher à chaque fois la valeur envoyée par l'instruction. Ici, var a égale test, ça renvoie undefined. Par contre, si je dis a et que j'appuie sur entrée, ça renvoie la valeur de a qui est test. Si je fais un console.log de a, ça renvoie ça, donc ça affiche test et ça renvoie la valeur de l'instruction console.log qui est undefined. Ce n'est pas forcément très utile. Pour ma part, je l'utilise souvent dès que c'est pour tester des expressions régulières. Au lieu de créer un fichier, de modifier mon expression régulière, de le relancer via Node le fichier, je lance direct Node, je trouve l'expression régulière qui me convient, je copie-colle et c'est bon. Sinon, pour ma part, je ne l'utilise pas plus souvent que ça. Voilà rapidement pour comment fonctionne Node.js. Donc pour rappel, on a un binaire Node qui va interpréter et exécuter un fichier JavaScript. Ce fichier est tout simplement écrit en JavaScript, rien de plus. Et c'est tout, rien de plus. Ce n'est pas très compliqué, hein. C'est comme au final le PHP. PHP, vous avez la commande PHP et vous mettez votre fichier en PHP. C'est aussi simple que ça. Mais
Là, nous allons voir par la suite comment nous allons pouvoir inclure des fichiers en JavaScript parce que côté client, on est obligé d'inclure en HTML script. Ici, il n'y a pas de HTML. Donc, on va voir comment on peut créer des fichiers qui utilisent d'autres fichiers et par la suite, comment utiliser des modules. Vous allez voir. Donc, nous allons maintenant passer à l'inclusion de fichiers. L'inclusion de fichiers avec Node.js est assez simple et un poil différente des inclusions via PHP. Par exemple, pour inclure un fichier avec Node.js, nous allons utiliser la fonction require, qui bien sûr n'est pas présente côté client dans le navigateur et que Node.js rajoute avant d'exécuter votre fichier. Donc require, et ici nous allons mettre le chemin vers notre fichier. Déjà, je vais sauvegarder ce fichier et je vais le nommer a.js. Et je vais inclure le fichier b.js. Donc, rajouter l'extension .js n'est pas forcément indispensable, puisque Node.js va la rajouter automatiquement si elle n'y est pas. Je vais quand même la rajouter de manière à être assez explicite dans ce tutoriel. Donc, je vais sauvegarder le fichier b.js. Donc, nous avons ici le fichier A. Donc, j'ai le fichier B. J'inclus dans le fichier A le fichier B et je vais exécuter le fichier. Donc ici je vois bien mes deux fichiers A et B. Je vais exécuter le fichier A et je n'ai rien qui se passe puisque le fichier B n'a rien. Il faut savoir que require va renvoyer un objet, donc je vais le stocker dans une variable. Par exemple, je vais créer la variable B qui va être le contenu du fichier B. Et je vais faire un console.log de B. Donc si je lance, j'ai un objet vide. Donc comme vous pouvez voir, B va être considéré comme un objet, enfin du moins le contenu de require, donc le contenu du fichier, va être envoyé sous forme d'objet. Donc je vais devoir exporter des fonctions. Si ici je crée une fonction test, par exemple, qui prend string en paramètre et qui fait que faire un console log de test en affichant la chaîne de caractères donnée. Rien de spécial. Ici, j'affiche toujours B. J'ai toujours un objet vide. En effet, on va devoir dire à Node.js que dans ce fichier, on veut exporter certaines fonctions, certaines valeurs, ce qu'on souhaite exporter du fichier. Donc, du coup, cette fonction va être privée tant que je n'ai pas décidé de l'exporter. Donc, je ne pourrai l'accéder que depuis ce fichier. Si je veux pouvoir y accéder depuis d'autres fichiers, je vais l'exporter via export. Et là, je donne le nom de la fonction que je souhaite exporter. Donc, par exemple, test. Je peux même la nommer autrement, mais pour rester simple, je vais faire export.test égale test qui correspond à cette fonction. Si maintenant je relance, on peut voir que dans mon objet, j'ai la fonction de test. Donc pour l'exécuter, je peux faire b, donc là je le mets en commentaire, je vais faire b.test et je vais faire coucou depuis fichier a.js. Donc j'exécute maintenant et j'ai bien test coucou depuis fichier a, parce que dans le fichier B justement cette fonction affiche test plus la chaîne de caractères. Maintenant si je veux exporter une valeur, ça va être la même chose. Ça va être, je peux directement faire export point, par exemple ici variable égale Atinux par exemple. Donc si je continue d'afficher B à la place, je vais avoir l'objet avec test et variable qui est accessible directement depuis b.variable. Si je l'affiche, j'ai bien Atinux. Du coup, ça s'affiche plusieurs fois là. Enfin, plusieurs fois parce que j'ai Atinux ici.
Donc, il faut savoir qu'on peut aussi exporter une seule valeur au lieu que ce soit un objet directement en utilisant, donc je vais mettre ça en commentaire, en utilisant module.exports directement au lieu de dire que ça export par défaut va être un objet comme ceci. Donc si je veux dire export directement une fonction, je peux faire quelque chose comme ça. Et si je l'affiche ici, si j'affiche B, je vais avoir une fonction directement. Donc je peux l'appeler comme ceci, B. Voilà, B. Donc je pourrais même l'appeler test finalement ici, require de B. Après c'est à vous de gérer un bon nom, des bons noms de fichiers, des bons noms de variables. C'est vrai qu'ici l'exemple est assez difficile avec juste une lettre, mais dans la pratique vous allez voir que ça va être plus facile si le fichier se nomme config, le fichier peut se nommer root pour l'API, vous allez voir lors de la création du serveur. Donc si je relance, pardon, du coup en effet c'est test ici, du coup j'ai bien la fonction qui se lance. Donc c'est les deux moyens d'exporter, comme vous voyez en fait il n'y en a qu'un, c'est module.export, on peut faire module.export.test, c'est pareil, c'est juste que par défaut vous pouvez avoir accès à module ou export, qui est juste finalement l'équivalent de module.export. Voici les deux façons d'inclure, en fait, du moins d'exporter des fonctions pour que derrière on puisse inclure un fichier. Pensez bien à rajouter le chemin du fichier. Si vous faites B, donc d'abord je vais vous montrer que sans l'extension ça marche aussi. Voilà. Par contre, si vous enlevez le chemin, il va aller chercher un module qui se nomme B. Donc, c'est pour cela que nous allons maintenant parler des modules avec Node.js. Donc, nous avons vu juste avant que quand on fait require de juste d'un nom, par exemple B, Node va nous indiquer que il n'a pas trouvé le module qui se nomme B. Donc en effet, require va nous permettre à la fois d'inclure un fichier ou d'inclure un module via le nom du module. Donc Node.js dispose de plusieurs modules natifs, c'est-à-dire que quand vous allez lancer Node, vous allez pouvoir utiliser require sur certains noms qui eux sont déjà présents lors de l'exécution de Node.js. Donc je vais d'abord commencer en supprimant ces fichiers. Et on crée un nouveau, on va l'appeler pour chapitre et module.js. Alors pour avoir la liste des modules natifs de Node.js, nous allons sur nodejs.org, nous allons voir la documentation de l'API. Ici, vous allez pouvoir voir plusieurs modules et en cliquant dessus, vous allez pouvoir avoir des détails. On va commencer par un module simple à appréhender au départ. Ça va être le module FS. FS pardon. Donc ça va être File System qu'on va trouver ici. Donc pour l'utiliser, vous voyez fs.rename, fs.rename5. Donc il y a plein de fonctions qu'on peut utiliser. Pour l'utiliser, à chaque fois dans Node.js, du moins dans la documentation, vous allez avoir des exemples. Donc on va utiliser var fs égale require fs. Donc ça c'est un module natif de Node.js. Nous allons exécuter le fichier pour voir que tout se passe bien. Donc c'est bon. Si je fais un console.log de fs, nous allons voir qu'il y a un bon paquet de fonctions stats, exist, exist5. Donc il faut savoir qu'avec Node.js, du moins pour les modules natifs, Node.js fournit à chaque fois une fonction synchrone en rajoutant 5 devant, enfin, à la fin du nom de la fonction, afin que cette fonction devienne bloquante. Mais je ne vous conseille pas d'utiliser ces fonctions, ça peut être pratique lors du démarrage du serveur. Par contre, si vous faites un serveur avec Node.js,
Par contre, le fait que ça soit bloquant peut ralentir vos performances. Je pourrais vous expliquer ça un peu plus tard. D'abord, on va faire un exemple. Donc, on va prendre une fonction pour lire un fichier. Donc, ça va être read file, que nous allons trouver ici, read file. Donc, on peut voir qu'elle prend le nom du fichier, des options. Donc, ça, c'est optionnel dès que c'est entre crochets, et une fonction callback qui sera appelée après qu'elle ait terminé de lire le fichier. Nous allons donc créer un fichier qu'on va lire, qui va se nommer tuto.txt. Je suis le tutoriel sur Node.js. Et on va mettre un smiley pour afficher le retour à la ligne. Il me suffit donc d'utiliser .readFile. Comme on peut voir, on met le nom du fichier, donc le chemin du fichier. Ici, il se trouve dans le même dossier, et le nom c'est tuto.txt. L'option, on verra ça un peu plus tard, et on met la fonction callback. Donc, il nous précise que la fonction est appelée, donc ça c'est une convention avec Node.js. Toutes les fonctions callback prennent en premier paramètre l'erreur, et en deuxième paramètre, voire troisième après pour la suite, mais premier paramètre l'erreur toujours, et deuxième paramètre les données s'il devait renvoyer des données. Et l'erreur sera égale à nul s'il n'y a pas d'erreur. Mais vous verrez plus tard en utilisant par exemple des modules comme A5 que cette convention est vraiment utile pour éviter à chaque fois de faire des conditions. On peut tout regrouper s'il y a une erreur. Donc erreur et data, c'est ce qu'on avait. Ici, je vais donc faire un console.log de erreur, de R et data pour voir les deux arguments qui sont envoyés après la lecture du fichier tuto.txt. Donc, ça renvoie bien nul et un buffer. Un buffer, c'est un objet Node.js spécifique pour les chaînes de caractères afin à la fois de bien gérer tout ce qui est encodage. C'est là où intervient l'option pour définir l'encodage du fichier. Si on définit l'encodage à UTF-8 par exemple, nous allons pouvoir récupérer directement le data en tant que chaîne de caractères. Encoding UTF-8. Voilà. Donc j'ai directement le fichier avec le retour à la ligne et le smiley. Si ici je mets un mauvais nom de fichier, vous pouvez voir que j'ai directement l'erreur et data et undefined. Donc ce qu'on peut faire, c'est de faire if erreur. S'il y a une erreur, alors je peux return console.log erreur lors de la lecture. Et je vais afficher donc c'est pas affiché directement ici, mais on peut accéder directement à la chaîne de caractères de l'erreur comme ceci. Sinon, j'affiche data, le contenu du fichier. Voilà, erreur lors de la lecture, NOENT, pour dire que le fichier n'a pas été trouvé. Je vais quand même vous montrer la différence avec readFile sync, qui elle ne prend pas de callback, donc on peut dire qu'elle est plus lisible. Et data, quand même, utiliser sync au début peut être un bon moyen de faire une transition d'un langage type PHP à Node.js, parce que vous aurez l'habitude d'écrire une instruction juste en dessous, sera bien équivalente au résultat de l'instruction du dessus. Par exemple, en faisant comme ça, je vais mettre le bon nom de fichier, ça je le mets en commentaire. On a bien le fichier,
le contenu du fichier, c'est plus lisible, c'est plus facile. Par contre, s'il y a une erreur maintenant, ça nous fait carrément planter le fichier. Si ici j'avais décidé d'afficher coucou par exemple, je n'aperçois pas coucou en effet parce que ça a planté à cette ligne et ça a carrément fait arrêter le process, du moins l'instance de Node.js qui tournait pour ce fichier. Les erreurs de Node.js ressemblent à ça. C'est pas super élégant, mais c'est du moins, ça a l'avantage d'être très explicite. Ici, on précise bien que ça n'a pas trouvé le fichier. Et ils vont nous donner ici la ligne user@linux projet, le chemin à la ligne 9, colonne 15. Donc on a la ligne 9 et colonne 15, c'est ici, pour cette fonction. Donc c'est assez précis quand vous avez des erreurs pour réussir à les corriger. L'inconvénient ici, comme vous pouvez voir, c'est que ça fait planter Node.js, alors que si je l'exécutais comme ceci, donc ici il va bien y avoir une erreur, ça a bien tourné, j'ai catché l'erreur. Si on voulait catcher l'erreur pour l'instruction faite en synchrone, on aurait utilisé ce qu'on appelle un try catch, qui ici récupère l'erreur et finalement on aurait affiché quelque chose comme ça. Donc ici c'est l'erreur. Sauf que maintenant on a fiche data alors qu'on ne veut pas l'afficher. Je vais le mettre ici. Donc voilà, pour avoir le même fonctionnement qu'à la synchrone, ça nous donne ça. Donc c'est pas forcément plus explicite. Donc je préfère quand même qu'on reste sur le côté asynchrone parce qu'il y a beaucoup d'avantages dessus et c'est principalement l'avantage de Node.js avec le JavaScript. Alors, ici je mets le bon fichier. On va juste voir une particularité de l'asynchrone, c'est que maintenant vous pouvez voir qu'on commence par lire le fichier en donnant l'encodage lorsqu'il va lire le fichier et une fonction qui sera appelée quand il aura terminé le fichier. Donc c'est un peu comme le setTimeout, sauf que le temps est indéterminé, mais tu l'appelleras dans le futur. Mais je continue à exécuter les fonctions qui sont dans le fichier, du moins les instructions que j'ai à faire, ou dans la fonction en cours. Ici c'est le fichier en cours. Donc je lance l'instruction, je vais lire coucou, et quand le fichier sera terminé, je vais appeler cette fonction et donc rentrer dans ces instructions. Je vais lancer le fichier. Comme vous pouvez voir, j'ai bien coucou qui est affiché en premier, alors que l'instruction readFile était quand même avant. Parce que justement, comme le setTimeout, ça va le mettre dans le futur. Vous pouvez imaginer à chaque fois que c'est un minimum un setTimeout dès qu'une fonction est asynchrone, minimum un setTimeout de 0 ou de 1, une milliseconde, juste pour dire ça sera exécuté après. En attendant, le reste, ça s'exécute. Une des erreurs, on ne peut pas vraiment appeler ça une erreur, mais une des erreurs courantes qui arrive principalement, c'est d'afficher ici console log de data. Parce qu'on se dit, je lis le fichier, s'il y a une erreur, j'affiche l'erreur, sinon j'ai data. Sauf que data n'est que dans cette fonction. Donc on peut se dire, bon ben, dans ces cas-là, je vais mettre file ici, qui va être égal à une chaîne de caractères vide au début, et quand je serai ici, j'affiche file égale data. Du coup, si j'affiche file ici, il est censé valoir data. Justement, comme on a pu voir avec le coucou, ça va rien afficher, donc pour bien le montrer, je vais afficher rien. Donc ça n'affiche rien. Enfin, ça affiche rien, qui est le contenu de file, parce que file justement est rempli plus tard, on peut dire dans le temps.
il va y avoir plusieurs, imaginez qu'il y a plusieurs colonnes d'instructions. Ici, c'est la liste des instructions du fichier. On va avoir d'abord var fs égale require, var file égale rien, fs.readFile qui, elle, va appeler la fonction rdata dans l'autre colonne, et après, elle fait console log de file. Quand elle a terminé, elle passe à l'autre colonne, donc elle a terminé cette colonne, elle passe à l'autre colonne qui est, donc elle faisait en même temps, en parallèle, elle lisait le fichier, et elle appelait la fonction rdata pour, du coup, appeler cette fonction. Vous pouvez voir donc que cette façon n'est pas la bonne pour avoir le contenu de file. L'inconvénient maintenant, c'est qu'on peut l'avoir que dans cette fonction. C'est du coup un des inconvénients de l'asynchrone, c'est qu'on arrive vite à un code assez illisible. Par contre, la puissance là-dedans, c'est qu'on va pouvoir lire plusieurs fichiers en même temps. Si ici j'ai tuto et tuto2.txt, je vais donc pouvoir je suis le tutoriel de sur, ça sera l'autre tutoriel, créer un blog avec node.js. Je peux, en faisant ici un copier-coller, lire le fichier 2. Là, je vais mettre du fichier 2. Bon, du fichier 1. Ici, plutôt un console.log de data. Et un console log de data ici aussi. Pour que ce soit assez lisible dans la console. Voilà. Si je le lance, j'ai bien les deux fichiers. Donc ici, ils sont dans l'ordre. Mais il faut savoir que si tuto.txt était très 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 gros, il aurait mis plus de temps à être lu. Et donc le résultat de je suis le tutoriel 2, donc la lecture du fichier tuto 2, aurait été appelé avant la fin de la lecture du fichier tuto.txt. C'est l'avantage de Node.js, c'est que quand on va lancer ces instructions, il va lire, il va faire read file, donc il va lancer la lecture de tuto. En attendant qu'elle se lise, il va continuer à lire le fichier. Il va appeler tuto2, donc la lecture du fichier tuto2, et ainsi de suite. Par contre, pour avoir le résultat des deux fichiers en même temps, pour dire c'est bon, on a terminé les deux fichiers, là, ça va être un peu plus complexe, mais un peu plus difficile à lire. On va, par exemple, appeler une fonction isFinish. Je vais créer une fonction ici, isFinish. Et comme on sait ici qu'il y a deux fichiers, on va dire var. On va mettre un compteur ici. Donc c'est très brouillant, c'est pas le top pour bien gérer la synchrone. Par contre, ça vous permet de voir comment ça fonctionne. Et vous inquiétez pas, pour gérer votre code, pour qu'il soit asynchrone, performant, qu'il y ait des lectures en parallèle, ce genre de choses, il y a un module, il y a plusieurs modules d'ailleurs, qui vous permettent de gérer votre code toujours de façon asynchrone, mais qui soit lisible et qu'il puisse en plus se lire de haut en bas, sans devoir remonter, savoir comment ça se passe. Et le tout en évitant de gérer à chaque fois un if, error, que tout soit centralisé. Donc la fonction isFinish, qui va être appelée à chaque fois, voilà, qu'on va appeler à chaque fois qu'on a terminé de lire un fichier. Et on va incrémenter i, et on va faire un console log de i pour commencer. J'ai bien 1 et 2. Maintenant, je sais que si i vaut 2, alors je peux dire lecture terminée. Je sais que quand je serai dans cette condition,
la lecture sera terminée. Et ainsi de suite. Donc c'est pas forcément encore facile au début à lire, mais c'est une habitude à prendre et vous verrez qu'il y a beaucoup d'avantages à utiliser le côté asynchrone de Node.js. On va juste utiliser un autre module, parce que là on a lu un fichier. D'ailleurs, on va utiliser fs.writefile pour créer un fichier. On va créer un fichier tuto3 qui sera la concaténation de tuto et tuto2.txt. Donc je vais avoir ici tuto 1 et ici tuto 2. Data, donc ici j'ai lu tuto 1, je dis que c'est égal à data, tuto 2 égale data. Bien sûr, si je veux afficher ici tuto 1 et tuto 2, ça va être égal à undefined, qui est la valeur par défaut quand on crée une variable, parce que ça n'aura pas encore terminé et ça n'aura pas assigné la valeur de tuto 1 et de tuto 2 par le contenu des fichiers. Par contre, quand je serai ici, je serai bien passé par cette instruction et cette instruction. Donc, j'aurai bien ici tuto 1 et tuto 2 qui seront remplis. Je vais vérifier. J'ai bien les deux qui sont remplis. Je vais pouvoir écrire un fichier. Donc, je vais mettre var new file égale tuto 1 plus ici un retour à la ligne et tuto 2. Je vais maintenant appeler fs.writefile. Donc on va quand même regarder. OK. Donc comme d'hab, il y a toujours sync pour la version synchrone. Donc pareil, file name, donc le chemin vers le fichier. Et attention, il faut que vous ayez les droits pour écrire, du moins dans ce dossier. Data, donc le contenu du fichier, et l'encodage. Par défaut, ça sera UTF-UTC. Et le callback, pareil, vous allez retrouver ici s'il y a eu une erreur. Comme vous pouvez voir, il ne donne pas de data puisqu'il a juste besoin de dire j'ai bien écrit le fichier ou il y a une erreur. Donc fs.writefile, je vais donner ici le chemin du fichier tuto3.txt, donc il créera. Je lui donne le fichier et s'il y a une erreur, vous pouvez bien sûr utiliser soit des guillemets, soit des apostrophes. J'ai juste pris l'habitude d'utiliser les apostrophes. Donc ça, c'est juste à vous avez le choix, hein. C'était une habitude que j'ai eue du PHP d'utiliser les apostrophes. Et console.log, terminé. Je vais mettre écriture terminée. Nous allons donc lancer Node Chop Module. Et on peut voir que tuto 3 existe bien. Et c'est bien la concaténation de tuto 1 et tuto 2 dans un fichier. Voilà, c'est assez simple, comme vous pouvez voir. Pour du moins créer un fichier et lire un fichier, agencer tout ça de manière asynchrone, c'est un poil plus complexe, mais pour cela je ferai, je pense, un petit tutoriel sur le module async.js sur mon blog gratuitement afin que tout le monde puisse modifier ce code avec async et vous verrez que c'est bien plus lisible et bien plus pratique même à relire, à modifier, à rajouter une nouvelle lecture en parallèle et ainsi de suite. Alors maintenant on va juste utiliser un autre module, ça va être le module HTTP. Par contre, ce ne sera pas pour créer un serveur, mais juste pour faire un appel sur Internet. Alors, nous allons avoir http.get.
qui va faire une requête get tout simplement. On voit ici l'exemple qui est sur Google avec la réponse et l'erreur. Donc j'ai juste à copier ce code. Je vais créer un nouveau fichier que je vais sauvegarder. Je vais dire module http.js. Je vais devoir l'inclure parce que si je fais juste ça, il va me dire que le module http is not defined. Pareil, j'utilise require http. Je le lance. Donc maintenant, j'ai la réponse. Ici, il affiche le statut code. Donc c'est le statut de la réponse. Par exemple, je peux, si je veux avoir le HTML, imaginons que ça va être @linux/feed. Donc là, on va avoir du XML. Je peux donner ça. Voilà, j'ai bien le statut 200. Si je veux afficher la réponse en entier, j'ai un objet. Donc ici, il a été concaténé avec en tant que chaîne de caractères. Si j'affiche juste la réponse dans un console log, il va donner tous les détails de la réponse. Donc si je veux récupérer ici le contenu de la réponse, donc là je récupère les headers, il faut que je passe via des events. Donc c'est un poil, on va dire, un poil complexe pour récupérer ici des données. C'est pour ça qu'il y a des modules qu'on va installer via NPM qui vont nous permettre de récupérer facilement la réponse de cet appel, du moins récupérer le XML. Et c'est ce qu'on va d'ailleurs voir dans le prochain chapitre, NPM et package.json. Alors NPM et package.json. NPM a été installé en même temps que Node avec justement notre utilitaire NVM. On peut y accéder directement via le binaire NPM. Alors pour NPM, c'est tout simplement un gestionnaire de modules pour Node.js. Par contre, c'est des modules qui vont se baser sur les modules de base de Node.js, mais en les simplifiant. On va dire que ça va surtout simplifier l'utilisation de Node.js. Donc Node Package Module pour NPM, c'est assez simple. Par exemple, pour installer un module, on va utiliser npm install directement. Et on va donner ici le nom du module. Sur npmjs.org, vous avez la liste des modules. Après, ils sont souvent, on va dire, connus parce qu'on va dire que c'est pas le plus facile pour trouver des modules. Ceux qui sont le plus stars, les plus populaires sont souvent les plus utilisés. On va avoir par exemple comme module populaire request qui va nous permettre de faire des requêtes HTTP comme on a essayé de faire juste avant avec le module HTTP. Donc request va se baser sur le module HTTP mais va simplifier son utilisation. Pour l'installer, donc on clique dessus, il va nous donner les instructions. On va juste faire npm install, request. Donc là, il fait l'installation. Il me semble que par défaut, si vous n'avez pas de dossier node module dans le dossier en cours, il va aller l'installer dans votre dossier home. Donc comme vous pouvez voir ici, il a reculé, il a installé dans le dossier racine, et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire pour l'installer dans le dossier actuel, je vais créer juste un dossier node underscore module avec un S et un underscore du coup, node module, et je vais refaire l'installation. Il devrait même maintenant me l'installer dans le dossier, voilà, node module request.
Ici, il affiche rapidement les dépendances autres que les modules natifs de Node.js. Donc ici, il va utiliser JSON Stringify, Forever Agents, plein d'autres modules. Donc c'est une sorte de toile. Chaque module peut utiliser d'autres modules d'autres personnes et ainsi de suite. Il y a sur la page d'accueil environ, voilà, environ 53 542 modules à l'heure où je vous parle. Et hier, par exemple, il y a eu 3 millions de téléchargements. Donc c'est de plus en plus populaire, Node.js. Donc on a de plus en plus de modules pour faire le travail que l'on souhaite, du moins. Ou surtout simplifier notre code et ne pas avoir besoin de réécrire une surcouche pour HTTP, pour du moins appeler juste comme fs readfile. J'aimerais bien moi faire un get de l'URL et ici avoir l'erreur et la réponse, par exemple le corps de la requête. Et soit j'écris ma propre fonction qui va se baser dessus, soit je vais utiliser le module, ici request, qui a déjà fait le travail pour moi. Pour trouver request, donc du moins sa documentation, elle est ici, ou sur son repository, ici c'est GitHub. 90% des modules sont hébergés sur GitHub. Donc si vous faites GitHub le nom du module, vous allez souvent le trouver. Donc pareil, il explique ici, super simple to use. Donc voilà, il nous donne ça. Alors, juste pour vous montrer, étant donné que j'ai fait npm install request, on va maintenant avoir un dossier request dans node underscore module. Dans request, on va retrouver les mêmes fichiers qui sont ici, lib. Ici dans lib, on a copy, debug. Dans lib, on a pareil, copy, debug. Il fait juste que faire un git clone de ce dossier, de ce repository, dans le dossier node module. Node.js, quand je vais faire justement require de request, il va aller chercher dans le dossier node module du dossier actuel. S'il trouve le dossier request, s'il ne le trouve pas, il va reculer d'un dossier pour retrouver le dossier node module. S'il n'y est pas, il va encore reculer, chercher le dossier node module, reculer jusqu'à votre dossier racine qui moi est /user/atinux. Et si finalement il ne le trouve pas, il va vous sortir une erreur pour dire qu'il ne trouve pas le module. Par exemple, si je mets request d, il va vous sortir l'erreur cannot find module request d. Donc si j'affiche bien, si je mets bien request comme je l'ai installé, j'ai bien aucune erreur et je peux maintenant utiliser le module comme sa documentation. C'est un peu la même chose que les modules natifs de Node.js. Il y a la documentation. Donc ici je vais faire ce que je voulais faire en appelant todori.fr, atinux.fr /feed pour avoir le XML. Je vous ai parlé comme d'habitude d'une convention qui donne l'erreur en premier paramètre de la fonction callback, donc cette fonction est bien asynchrone, la réponse et d'autres paramètres ici. Mais le principal c'est d'avoir la première, si vous devez créer des modules, pensez à faire en sorte que la première fonction, donc le callback, renverra toujours l'erreur en premier paramètre. Même si c'est toujours nul et que votre fonction ne renvoie pas d'erreur, si elle est asynchrone du moins. Alors là, il m'avait déjà écrit si il n'y a pas d'erreur et que le statut code égale 200. On avait vu tout à l'heure que le statut code était bien égal à 200. Alors je vais afficher body. On va voir ce que ça va nous donner. J'ai bien le XML de mon blog title atinux. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça pour utiliser un module. Le fichier package.json nous permet principalement de dire à npm les modules qu'on utilise dans notre projet. Par exemple, ici j'utilise le module request. Si je veux que n'importe qui va utiliser mon application Node.js puisse la faire fonctionner, si moi je dépends de modules autres que les modules natifs de Node.js,
et que cette personne doit les installer, le fichier package.json permet d'avoir une sorte de convention pour que lui-même installe les mêmes versions des modules et les mêmes modules justement que nous. Alors, si on ne veut pas s'embêter à connaître les clés, ce genre de choses, on peut supprimer là, je supprime le dossier, refaire l'installation, npm install, request, et en faisant --save, il va juste faire en sorte de sauvegarder dans mon fichier package.json la clé dependency et request avec la version actuelle du module que j'ai installé. Vous pouvez voir que request a aussi un fichier package.json. Donc c'est pratique si vous voulez savoir les clés, qu'est-ce qu'on met dans un package.json. Vous prenez quelques modules populaires, par exemple request. Vous pouvez voir qu'il est vraiment populaire à son nombre de stars. Ici, quasiment 4000 personnes à cliquer sur star. D'ailleurs, je vais le faire aussi. Parce que j'utilise ce module et c'est une sorte de façon de aussi remercier l'auteur. Pour dire que son module est utile. Donc je peux ici voir son fichier package.json. On voit plus d'informations, le nom qui va préciser. Il faut savoir que le fichier package.json, si vous décidez de créer un module, va vous être indispensable pour que npm comprenne. C'est un peu le fichier que npm va lire par défaut pour avoir des informations sur ce que vous voulez. Et le fichier package.json, si vous voulez publier un module, vous allez avoir besoin de dire le nom de votre module, la description, les tags, ce n'est pas obligatoire, la version de votre module, qui elle comporte 3 nombres, séparés par des points, l'auteur, le dossier sur lequel il va aller télécharger votre dossier, enfin le repository, donc l'URL sur laquelle il va aller télécharger votre dossier, les bugs, donc par défaut comme d'hab, GitHub possède un système d'issue, la version de Node.js, donc ici c'est plus grand que 0.8. Si vous utilisez la version 0.4, ce module risque probablement de ne pas marcher et même npm vous empêchera de l'installer selon la version que vous utiliserez de Node.js. Main, ça va être le fichier par défaut qu'il utilisera, qui va lire quand vous allez faire require request. Node va aller chercher le fichier qui se trouvant dans main dans le package.json. Donc Node va aussi lire le fichier package.json pour trouver quel fichier correspond au premier fichier à inclure. Quand vous faites un require de request, ici il va aller require index. Par défaut, c'est ce que fait Node.js. Si vous voulez require un dossier, vous allez mettre le chemin du dossier et lui par défaut va rajouter /index.js s'il voit que c'est un dossier que vous essayez d'inclure. Alors, là c'est le fichier index de require. Donc, dependency, lui aussi dépend de certaines versions. Optional dependency, ça c'est quand on va faire des tests. Et pareil, readme, d'autres informations. Ce qui nous intéresse principalement pour nous, c'est du moins d'avoir les dépendances agrégées dans un fichier pour que si vous voulez déployer votre fichier, votre application sur un serveur, il faudra de toute façon que ce serveur installe aussi ses dépendances. Donc si vous avez une vingtaine de dépendances, c'est toujours pratique de faire npm install et lui-même va lire le fichier package.json. Je vais vous montrer. Imaginons que je veuille aussi installer npm install, ça sera pour le chapitre d'après, Express. Je vais faire --save. Donc l'installation d'Express peut être un peu plus longue que certains modules. Hein. Tout dépend s'il doit exécuter si le module est fait en C++. Il peut y avoir des modules faits en C++ et Node.js du coup va compiler ce module pour qu'il puisse justement l'utiliser. Ça va dépendre de votre version de Node.js, donc ça peut être un peu plus lent. Alors, j'ai bien maintenant Express et Request. Ici, si vous voulez dire qu'il utilise n'importe quelle version, vous pouvez mettre une étoile. Vous pouvez définir une version spécifique. Si je supprime maintenant mon dossier Node module, donc, normalement, on prend comme convention de toujours mettre dans notre fichier git ignore le dossier Node module pour éviter de copier à chaque fois tous les dossiers Node module puisqu'on peut les retrouver sur internet.
imaginons que nous voulons déployer notre serveur. Donc on va copier-coller notre dossier tuto 1 sur un serveur. Et sur ce serveur, nous allons utiliser npm install qui va lire le fichier package.json, créer le dossier node-module. Dans le dossier node-module, rajouter express et request. Et on peut voir qu'il nous a installé express directement, la version 3.4.7 et request, la version 2.30.0. Voilà pour npm et le fichier package.json. C'est finalement assez simple. Vous aurez surtout besoin d'utiliser npm install. C'est dans 90% des cas, c'est la commande du moins que j'utilise. Ça m'arrive d'utiliser npm publish dès que je publie un module. Sinon, ça suffit largement, hein. Donc maintenant, nous allons voir comment on va pouvoir créer un serveur avec justement express.js que nous avons installé. On va maintenant attaquer notre dernier chapitre en créant notre premier serveur web avec Node.js et le module express.js. Alors pour ça, j'ai fait un peu de nettoyage dans le dossier. J'ai laissé le dossier Node module et express et le fichier package.json qui possède express comme dépendance simplement. Pour express, donc si je vais sur Google, que j'ai déjà ici, et je mets express.js, je vais directement avoir le site d'Express. Pareil, ici ça va être GitHub, comme d'habitude. Donc, pour ça, nous allons voir le guide pour savoir comment utiliser Express. Donc, nous avons toute la documentation. Pour faire simple, nous allons d'abord commencer par créer un fichier app ou serveur.js. Une des conventions est d'utiliser un fichier sous nom app.js. Serveur.js fonctionne aussi, serveur server.js. On va d'abord inclure Express avec require. Là, on teste en lançant le fichier node app. Donc c'est bon. Ici dans la documentation, ils nous disent pour créer un serveur, il suffit de faire cette instruction app égale express. On va maintenant devoir lui définir, lui dire qu'il faut écouter sur un port. Alors un serveur web, du moins un serveur HTTP, écoute normalement sur le port 80. C'est le port par défaut d'HTTP. Souvent, si vous voulez mettre le port 80, ça peut ne pas fonctionner parce qu'il faut des droits root, donc administrateur, pour pouvoir lancer votre serveur. Ne vous inquiétez pas, sur un serveur en production, vous aurez de toute façon normalement un accès root pour pouvoir le lancer sur le port 80. Si vous souhaitez quand même le lancer sur le port 80 sur votre ordinateur, donc pour l'écouter c'est app.listen. Pour le lancer, vous voyez que je vais avoir un problème d'accès pour le lancer. Donc je peux lancer avec sudo node app.js. Il me demande du coup mon password. Et j'ai maintenant le serveur qui tourne. Ici vous pouvez le voir clignoter. L'idéal c'est toujours d'afficher un petit console log pour dire server is, on va dire serveur tourne. Voilà. On va le relancer. Serveur tourne. Si je vais sur localhost, donc il faut être sûr qu'aucune autre application tourne sur le port 80. J'ai bien maintenant mon serveur qui tourne, cannot get, slash, c'est l'erreur par défaut d'Express quand il n'y a pas de route. Donc les routes, c'est tout ce qui va être après le nom de domaine. Ici, c'est la route slash par défaut. Si vous faites lol, c'est la route slash lol. Quand aucune route n'est définie pour cette route, Express va renvoyer cannot get parce que par défaut, dans le navigateur, si vous allez sur une page internet, vous allez utiliser la méthode get. Vous connaissez sûrement la méthode post. En PHP, on utilise post ou get. Il y a plusieurs méthodes qui existent aussi, comme par exemple put,
patch, delete, copy, head, option, link, etc. Head peut être utilisé souvent pour des fichiers se trouvant sur des serveurs afin de connaître la taille et aussi pour savoir s'ils ont été modifiés avant de les retélécharger. Sinon, on sait qu'ils n'ont pas été modifiés et que ça ne sert à rien de les retélécharger. Donc le navigateur fait des requêtes GET quand vous allez sur Internet. Je vais mettre le port 3000 qui devrait marcher sur tous vos environnements. Sous Windows ou même sur Linux ou sous Mac, si vous utilisez déjà Apache, il prendra par défaut le port 80. Comme vous savez, quand vous faites des tests avec votre serveur PHP, vous allez sur localhost. On n'affiche pas le port 80 parce que même si je fais 2.80, il comprend parfaitement que c'est localhost directement. Je vais donc définir le port 3000, comme ça je n'ai plus besoin de le lancer en sudo. Donc localhost sur le port 80 ne tourne pas. Je vais sur le port 3000 et ça tourne. Souvent, les développeurs Node.js utilisent le port 3000 ou un autre port que 80 en local, en développement, et en production le port 80 pour le port HTTP par défaut quand vous allez sur un site. C'est-à-dire que si vous allez sur linux.fr, ça sera le port 80 de toute façon, mais qui n'est pas affiché parce que ça ne sert à rien de l'afficher quand on va sur le web. Et le port HTTPS, c'est le port 443. Alors, nous avons notre serveur, et c'est tout. Voilà, on a créé notre premier serveur. On va quand même aller un poil plus loin, parce que là, vous allez me faire la gueule sinon, et je comprendrai parfaitement. Donc, pour créer comme un serveur Apache, ce que fait Apache, du moins vous avez un dossier public. Donc Apache est déjà un serveur qui tourne. Quand vous faites du PHP, vous avez déjà un serveur et vous mettez vos fichiers PHP dans un dossier qui est lu par Apache quand vous y accédez, enfin, qui est lu par le navigateur et qui est requêté à Apache qui lui va l'interpréter en PHP pour vous renvoyer la réponse. Là, on peut utiliser un dossier statique qu'on va nommer public, donc on va créer un dossier public ici. Et on va dire express que ce dossier public est un dossier statique et que si on décide d'aller sur la route slash, par exemple, test.txt, qu'il aille d'abord chercher si le fichier test.txt se trouve dans le dossier public. S'il n'y s'y trouve pas, alors ça peut être une requête à notre serveur, une route qu'on aurait nous-mêmes définie. C'est ce qu'on va faire ici. Donc on va juste faire app.use. Donc comme d'hab, tout se trouve dans la documentation. Par exemple, statique, vous pouvez le trouver ici en recherchant statique. Voilà. Donc express statique, vous donnez le dossier statique. Vous pouvez aussi utiliser directory. Donc on peut utiliser l'un des deux. D'ailleurs, on va montrer directory, c'est peut-être le plus simple. Je mets le chemin du fichier, le chemin du dossier public directement. Si je lance maintenant le serveur avec Express et que je vais sur localhost, il va ressembler un peu plus à Apache en me listant les fichiers du dossier. Si ici je décide de créer un fichier test.txt et je suis un fichier de test, si j'actualise, je peux voir maintenant, je vais peut-être vous agrandir un peu aussi, que j'ai un fichier test.txt et si je clique dessus, je vais sur la route slash test.txt. Alors, par contre, il va me dire qu'il ne trouve pas. Il faut savoir que directory permet juste de faire en sorte de lister les fichiers pour un dossier. Donc on va le lier à statique pour dire que tous les fichiers à l'intérieur de public seront aussi des routes. Donc je le relance et maintenant, si je vais sur test.txt, je peux avoir le fichier test. Si je n'ai pas envie que tout le monde puisse voir tout ce qu'il y a dans un dossier, je vais enlever cette ligne
re-exécuter. Donc ça peut être assez embêtant à chaque fois de arrêter le serveur, le relancer. Dès que vous avez modifié des fichiers JavaScript, tout ce qui est dans le dossier public, par exemple, vous n'êtes pas obligé de relancer le serveur. Parce qu'à chaque fois, il va faire un check si le fichier existe. Par contre, si vous modifiez des configurations du serveur, ce genre de choses, vous allez devoir le redémarrer à chaque fois. Ça peut être embêtant, c'est vrai. C'est pour cela qu'il y a aussi un module qui s'appelle NodeMon, qu'on peut installer globalement. Alors oui, il y a aussi une option pour NPM que j'ai oublié de vous dire, c'est l'option "-g", qui va nous permettre d'installer un module sous forme de binaire que vous pourrez accéder directement dans votre console. "-g". Après, c'est certains modules qui ont cette capacité. Comme Express, vous pouvez avoir la ligne de commande Express, qui vous créera directement des dossiers. Il y a plus de détails sur leur documentation. Donc, "-g node-mon", comme ceci. Alors, ce binaire nous permettra de le lancer comme node. C'est, on va dire, un alias à node. Sauf qu'en plus de ça, il va écouter les changements des fichiers pour redémarrer automatiquement le serveur. Donc là, il est bien installé. Il me l'a mis dans .vm 0.10.4. Donc si vous changez de version, il faudra le réinstaller. /lib node module nodemon. Il me l'a bien installé. Super. Donc, nodemon, je l'ai bien. -v. Et là, je vais le lancer comme node avec mon fichier app.js. Donc j'ai bien serveur tourne. Juste avant, il a fait en sorte de to restart. Donc il a fait en sorte de regarder tous les fichiers se trouvant dans le dossier actuel. Et si j'ai envie de le redémarrer directement sans faire CTRL-C et relancer, je vais faire RS et il le redémarre. Si je modifie le fichier et que je sauvegarde, on peut voir qu'il va le redémarrer. Je l'enlève la ligne, il le redémarre. Donc je vous conseille de l'utiliser si vous comptez faire du Node.js et créer des serveurs, c'est franchement pratique. Alors, j'ai enlevé directory, donc si j'actualise, je reçois cette erreur. Comme vous en doutez, c'est pareil, c'est le web. Si vous créez un fichier index.pas PHP pour le coup, puisqu'on ne fait plus du PHP ici, .html, et que vous faites un fichier HTML de base, mon premier serveur, et comme ici, bienvenue. Pas besoin de redémarrer le serveur puisque c'est un fichier statique. Je vais avoir mon premier serveur ici, bienvenue, directement le fichier index.html. Par contre, c'est des fichiers statiques, donc pas de conditions, pas de variables dedans. Mais ça, c'est la partie la plus compréhensible facilement d'express.js. Après, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des templates avec EJS ou JAD. C'est des modules qui vont nous permettre d'avoir des types de templates. Si on veut avoir pour afficher des variables des crochets ou des accolades, ainsi de suite, des fonctions supplémentaires. On va donc utiliser ce qu'on appelle des vues. Et pour cela, on donnera à la place de dire statique. Donc on peut toujours laisser statique public. C'est une bonne convention, je pense, parce que dès que vous allez devoir mettre des images, eh bien, ça va vous permettre d'avoir des routes qui seront déjà créées pour chaque image, afin d'éviter que vous définissiez vous-même la route qui va lire le fichier, et ainsi de suite. Ça, c'est pour moi le top quand on fait une migration de PHP à Node.js. Je ne comprends pas pourquoi peu de personnes en parlent directement, parce que ça me paraît indispensable. Sinon, je vous avoue que j'ai bien galéré quand j'ai fait cette transition. Je ne comprenais pas comment on pouvait faire pour récupérer des images, puisque c'était un peu la galère, puisqu'avec Node.js, c'est vraiment, on commence très bas. On va créer le serveur. Avec Apache, on ne crée pas le serveur, il est déjà créé. On a un dossier où il y a à la fois des vues qui sont déjà prêtes. Imaginons qu'ici, j'ai envie d'avoir un fichier, la route /test. Donc ce n'est pas un fichier. Je peux faire app.get, qui est du coup la requête, la méthode de base faite par le navigateur, /test. Ici, je vais récupérer rec et res. Dans rec, je vais avoir la requête faite du navigateur vers le serveur.
et la réponse, ça sera du serveur vers le client. Donc tant que je n'appelle pas res.send, ici c'est res.send, pareil dans la documentation, surtout dans le guide de démarrage, ils vont vous afficher donc express, bon ça c'est pour l'exécutable, erreur, une première. Donc ça il vous parle directement des middleware. Ça va être l'API directement. Pour la réponse, vous allez avoir res.statut. C'est pour envoyer le certain type de statut de votre serveur au client. C'est pareil une convention. Le statut 200, c'est pour dire c'est bon, tout est OK. Il va y avoir plusieurs statuts. Ça va être statut code sur Google. Pas ici, c'est pas très clair. Liste des codes HTTP. Tout ce qui est 200, c'est OK. Tout ce qui est 300, ça va être plus des redirections. Tout ce qui est 400, ça va être un problème du client vers le serveur. Pour dire c'est vous le client qui m'avait envoyé de mauvaises informations. Et les erreurs 500, c'est le serveur qui a merdé. Erreur du client pour 400. Donc il y a plein de types d'erreurs. Si vous voulez faire en sorte que c'est lui qui n'a pas le droit d'accéder à une telle ressource, ça sera 403. 404 not found, tout le monde je pense l'a déjà vu quelque part. Et les erreurs 500, la fameuse 500 internal server error. Vous ne voudrez pas envoyer cette réponse de toute façon. J'espère que vous n'aurez jamais à l'envoyer de toute façon. Donc pour ça, je peux faire un res.statut. Je vais dire ici 500. Je vais moi créer la réponse 500 et res.send pour envoyer du texte. Erreur interne. Bien choquant comme ça. Donc là, c'est bon, ça l'a redémarré. Si je vais sur /test, j'ai erreur interne. On ne voit jamais le statut. C'est vraiment propre au navigateur pour lui, et y compris par exemple Google qui va aller crawler votre site pour savoir si c'est vraiment une erreur qui se passe de votre côté, que vous n'avez pas pu gérer. Vous n'êtes pas obligé de rendre le statut, mais par défaut, si vous faites ça, Google ne va par exemple peut-être pas comprendre que c'est bien une erreur de votre serveur, parce que le statut sera 200. Si vous voulez avoir le statut, récupérer le statut, il y a plusieurs moyens. Un des plus simples, c'est un plugin Chrome, Postman, que j'utilise. Et vous faites localhost, ici, en get, pas forcément besoin de headers. Vous faites send, et ici j'ai bien un statut 200 OK. Si je donne un statut 500, j'ai bien 500 internal server error qui correspond à justement l'erreur qu'on a vue dans Wikipédia, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir plein d'autres statuts. Voici globalement comment on peut créer un serveur avec Express. Du coup, on enlève ça là, 12 lignes de code avec plein de routes. Vous pouvez, par exemple, on va un peu complexifier en utilisant notre fichier fs.readfile. Et après, on aura terminé pour ce premier tutoriel. Var fs égale require fs. Et on va lire un fichier. Pour information, si on ne donne pas de réponse, le serveur tournera en boucle quand il sera appelé par le navigateur. Donc il faudra répondre. Si vous ne répondez pas, c'est juste en attente. Et Node.js, lui, ne va pas planter, il sera juste en attente de votre action. Tant que vous appelez pas res.send, il la garde en attente. Et après, ça va être le navigateur, lui, qui peut-être aura un timeout et qui dira bon, j'arrête d'attendre, ou tout simplement l'utilisateur qui s'en ira. On va rajouter juste un fichier. On a le fichier package.json, on va rendre le fichier package.json. À chaque fois qu'on va appeler la route test, je vais lire le fichier package.json. Donc package.json. Je suis dans le même dossier, ap package.json. L'encoding, on avait dit UTF-8. Et donc, comme d'hab, erreur. Et ici, je vais éviter de mettre res, parce que sinon je ne pourrai plus avoir accès à cette
variable ici pour renvoyer la réponse. Donc je vais mettre file. Et ici j'ai le contenu du fichier. Donc comme vous pouvez voir, si je veux renvoyer le contenu, je vais devoir le renvoyer à l'intérieur de cette fonction. Sinon il va le renvoyer sans le contenu. Ça ne marchera pas. Donc ici, en faisant file, file étant une chaîne de caractères, nous allons donc avoir, donc ça s'est redémarré, test qui va renvoyer notre package.json, pas forcément formaté comme on le souhaitait ici, parce que les /n ne vont pas être forcément interprétés. Si je affiche le code source, en effet, ça va bien respecter les /n, mais comme ici, il a interprété comme du texte ou du HTML, d'ailleurs, pour le savoir, on repart sur notre extension, on l'envoie, et pour avoir les headers, on l'a ici, content type text HTML. Si je voulais modifier le content type, je pouvais dire res.header en précisant ici content type et je pouvais dire ici text, je me rappelle plus exactement du je crois que c'est plain slash text ou text slash plain, un des deux. Si je raffiche ici, bon ben ça m'a directement téléchargé un fichier qui correspond à ça. Donc voici rapidement comment vous pouvez donc créer un serveur qui lui, enfin créer une route qui en même temps fait une action en utilisant un autre module. On peut imaginer que telle route en telle méthode fasse un appel sur un autre site, envoie un email, ou faire une opération en base de données. Vous pouvez tout faire avec Express.js et avec Node.js, tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous pouvez même créer des jeux multijoueurs en utilisant des sockets avec le fameux module socket.io. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur atinux@gmail.com ou en commentaire dans cette vidéo. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage et amusez-vous bien. À bientôt.